Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, la place de nos enfants dans la société. Que signifie réellement cette place et surtout, qu'est-ce que la société propose pour nos enfants? En fait, récemment, un article dans Libération a attiré mon attention. Son titre, des enfants gênants ou tout simplement des adultes intolérants? Alors ça a suscité ma réflexion, mon questionnement en tant que maman. Surtout que ce titre met en avant les enfants comme étant une source de gêne. Et du coup, cela a généré chez moi beaucoup de questions sur ce que la société collectivement, comment elle perçoit les enfants et quelle place elle leur donne dans l'espace public, tout simplement. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer ce que cet article m'a permis de découvrir sur notre société, mais également comment la place de nos enfants a évolué dans notre histoire. Je vais te parler également des conséquences de cette évolution, des défis actuels, et je vais te proposer 3 solutions simples mais essentielles que j'utilise pour aider mes enfants à trouver leur place dans cette société. Avant d'aller plus avant dans cette vidéo et de te présenter tout ce que j'ai découvert, je te remercie de mettre un petit pouce bleu si toi aussi tu es intéressé de découvrir pourquoi certains journalistes disent que nos enfants sont gênants, et puis de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que ça va m'aider, ça me fera énormément plaisir, et puis ça me permettra de rendre cette chaîne encore plus visible. Alors, en synthèse, qu'est-ce que nous dit cet article? Il semble que partager l'espace public avec des enfants met aujourd'hui à l'épreuve non seulement la patience du collectif, mais aussi l'ensemble de l'ordre social. Alors, cette phrase m'a paru un petit peu, comment dire, un petit peu difficile à lire en tant que maman. Le journaliste continue, les enfants ont naturellement la responsabilité non seulement de s'occuper de leur enfant, mais aussi de s'assurer qu'ils ne constituent pas une nuisance pour les autres. Vos enfants sont votre problème. Donc là, le journaliste quand même a tapé fort. Il a associé nos enfants avec le mot nuisance. Non mais sérieux, nuisance, nos enfants seraient des nuisances pour cette personne. Ok, donc là je continue l'article. Et en fait, la plus grande partie de cet article associe les enfants à des gêneurs, des nuisances. Les parents, nous, il semble, d'après ce journaliste, que nous sommes incapables de canaliser nos enfants. En fait, le journaliste englobe tous les enfants. Il n'y a pas de distinction en disant, par exemple, quelques enfants perturbent. Non, c'est les enfants dans leur globalité. Alors, mais vraiment, en toute fin d'article, le journaliste écrit « Ce sont les adultes d'aujourd'hui qui supportent de moins en moins les enfants dans l'espace public ». Donc il reconnaît qu'il y a quand même une certaine forme d'égoïsme de certains adultes. Mais c'est juste à la fin. Tout son speech, ça a été quand même basé sur « les enfants sont gênants ». Ils sont une nuisance. Ce mot-là, franchement, moi, personnellement, ça ne passe pas. Bref. Donc j'ai décidé de creuser pour voir si cet article était purement anecdotique ou si vraiment il représentait une tendance de fond. Dans mes recherches, j'ai constaté que cela concerne essentiellement les enfants de moins de 12 ans. Donc entre 0 et 12 ans, les enfants deviennent gênants. On a du mal à les supporter. En Belgique, par exemple, il y a de plus en plus de restaurants qui affichent clairement « Adult only ». Ils refusent d'avoir des enfants de moins de 12 ans. La raison? Déjà, une raison économique, puisque leur
leur discours est de dire qu'un menu enfant ne leur rapporte que très peu de marge et leur coûte beaucoup plus cher qu'un menu adulte. Et puis, ils sont bruyants. En Angleterre, on peut également trouver une centaine de campings qui sont exclusivement réservés aux adultes. Et selon le site allemand Urlaub ohne Kinder, littéralement vacances sans enfants, il y a environ 1544 établissements de par le monde qui sont exclusivement réservés à des adultes, contre 682 en 2015. Donc il y a quand même une progression très importante. Et les médias mettent également en avant des personnes qui expriment ouvertement le fait de ne pas vouloir d'enfants parce que ça pollue. Parce qu'avoir des enfants, c'est mettre en danger le climat. Par contre, cette opinion reste quand même minoritaire. Et cela représente environ 5% de la population mondiale, selon la sociologue Charlotte de Best. Mais malgré tout, les médias donnent de plus en plus la parole à cette minorité. Et j'ai même trouvé différentes études qui déplorent le fait que les enfants sont de moins en moins à l'extérieur, que les parents les déposent à l'école en voiture, que les espaces publics sont désertés. Mais comment s'en étonner quand ces espaces extérieurs sont de plus en plus dangereux? Entre les accidents de piétons qui augmentent d'année en année, les parcs où on peut retrouver des seringues la journée et qui le soir sont envahis par les dealers et les consommateurs de drogue, sans parler des risques d'enlèvement, parce que même si c'est anecdotique, eh bien c'est quand même une réalité. Je l'ai personnellement constaté il y a 4 ans de cela. Eh bien, un homme d'une trentaine d'années a été arrêté pas très loin de chez nous et il avait essayé d'enlever au moins 3 enfants, des enfants que l'on connaissait. Donc ce n'est pas neutre. Et en tant que parent, qu'est-ce qu'on fait? On protège nos enfants. Donc oui, ils sortent moins. Nos enfants ne peuvent plus sortir aussi librement que nous le faisions peut-être nous dans notre enfance, en tout cas à mon époque où j'allais à l'école toute seule, je n'étais pas accompagnée parce qu'il n'y avait pas tous ces risques, il n'y avait pas tous ces dangers. Alors, il y a aussi quand même un phénomène d'individualisme qui est poussé vraiment à son paroxysme dans notre société. Et les médias, eh bien, ils jouent un très grand rôle dans cette histoire. Il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même tendance à mettre en exergue le côté sombre de notre société. C'est leur fonds de commerce, c'est le modèle économique de nos médias. Le sensationnel fait vendre et le voyeurisme est clairement leur fonds de commerce. Donc maintenant, je vais te retracer un petit peu l'historique plutôt, de la place de l'enfant dans notre société. Parce que aujourd'hui, on constate une certaine situation, mais moi j'ai voulu comprendre un petit peu comment ça avait évolué dans le temps. Comment on a fait pour en arriver là aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et on sait que l'histoire de l'enfance, elle est tributaire de la vision de l'adulte sur le monde des enfants. Donc c'est ce que j'ai essayé de chercher un petit peu à retracer pour mieux comprendre ce que nous vivons aujourd'hui dans notre société. Donc si on regarde sur l'an 380 avant Jésus-Christ, l'enfant était considéré comme un don de la terre-mère à la lignée familiale. Ensuite, vers le XVIe siècle, il y a eu un début d'un processus d'individualisation de l'enfant. Entre la dévotion à l'enfant Jésus, la réforme protestante, eh bien, il y a eu une attention croissante portée à la santé des enfants. Au XVIIe siècle, 2 notions cohabitaient. L'enfant péché et l'enfant Jésus.
L'enfant péché était considéré comme porteur du péché originel. Il fallait donc l'élever à la dure pour extraire le mauvais en lui. Et puis il y avait l'enfant Jésus, qui lui était innocent, pur, et il fallait à tout prix préserver de toute contamination du mal. Nous avons ensuite le XVIIIe siècle, où là il y a eu une limitation des naissances, une baisse du taux de mortalité infantile, et puis la notion que Jean-Jacques Rousseau a amenée, que l'enfant est naturellement bon. Au 19e, 20e siècle, eh bien, il y a une importance croissante qui a été apportée à l'école et à l'éducation. Et puis, il y a eu toutes les grandes découvertes médicales. Est apparue également la protection de l'enfance. Et l'enfant est devenu un sujet de plus en plus autonome et résistant. Notre époque contemporaine, eh bien, il y a une montée de l'idéal démocratique au sein de la famille. Il y a l'intervention de la psychologie dans les relations privées. Et puis, il y a une réalisation identitaire à travers la consommation. Je consomme, donc je suis. Et puis, l'apparition vraiment des droits de l'enfant. Donc en fait, on constate que depuis des siècles, cette place a beaucoup évolué. On est passé d'une vision où l'enfant était considéré comme un don de la terre-mère à une entité dotée de droits et de personnalité propre. Alors, quelles sont les conséquences et les défis d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous vivons dans une société où les enfants sont à la fois considérés comme des individus à part entière et soumis à des attentes et des pressions souvent irréalistes. Et cette dichotomie pose des défis très importants pour les parents et pour la société dans son ensemble. Et justement, notre société aujourd'hui devient ultra judiciarisée. Pour exemple, le 2 juillet 2019, le Sénat a adopté la loi relative à l'interdiction des violences ordinaires éducatives, c'est-à-dire la fessée. Et actuellement, le Conseil de l'Europe est en train d'étudier la possibilité d'interdire les time-out. Le time-out, c'est bien quand on envoie son enfant dans sa chambre pour se calmer lors d'une crise, lors d'un caprice. Et d'interdire également tout ce qui est trait aux menaces et aux cris. Donc aujourd'hui, en tant que parent, eh bien, on se retrouve coincé entre un arsenal judiciaire qui vient s'immiscer dans la vie privée, dans la façon d'éduquer, et de l'autre côté, une société qui met une pression très forte pour que l'enfant ne vienne surtout pas déranger le collectif dans l'espace public. Mais ce n'est pas tout. Nos enfants eux-mêmes sont soumis à énormément de pression. Les 6-12 ans sont reconnus comme des consommateurs. Ils sont décideurs, ils sont ouverts à la nouveauté, ils sont de plus en plus tôt connectés avec le monde entier. Et ils sont confrontés à de très nombreuses sollicitations. Ils font beaucoup de choses en même temps. Ils font leurs devoirs tout en étant connectés aux réseaux sociaux, en écoutant de la musique, en regardant Internet, etc. Et ils évoluent en fait dans une sphère où règne un sentiment de grande liberté, de spontanéité, d'accessibilité et surtout d'immédiateté. L'enfant d'aujourd'hui, en plus, il doit être performant et il doit tout réussir. Sa scolarité, les activités extrascolaires, gagner le prix de natation, le concours de piano, etc. Il doit tracer son chemin, définir sa voie professionnelle de plus en plus tôt. Il doit faire attention à son poids, maîtriser les nouvelles technologies, être à la mode, etc. Et tout cela de plus en plus tôt. Alors, paradoxalement, on assiste à une sacralisation des valeurs de l'enfance qui invite à ne pas la quitter et à une philosophie de vie tendue vers l'épanouissement. On met de plus en plus en avant, et nos médias y compris, sur un certain jeunisme. Et toutes ces valeurs propres à l'enfance qui sont en train d'être portées au nu, eh bien, elles deviennent centrales dans notre société. Donc nous avons l'insouciance, l'innocence, la plasticité, la spontanéité. En conséquence, il arrive de plus en plus souvent
et cela a été observé par plusieurs sociologues, dont Alan Ehrenberg, que l'on observe chez certains enfants une fatigue de grandir. Ils sont tellement chargés, surchargés des espoirs de leurs parents, de leur famille, de la société, avec un niveau d'exigence de plus en plus inatteignable, que les enfants aujourd'hui se réfugient dans un monde rien qu'à eux et ils refusent de grandir. Alors maintenant, comment fait-on ? Comment aider nos enfants à évoluer dans cette société ? Alors la première chose, le premier point qui me semble le plus important, c'est d'arrêter de se prendre la tête et de faire simple. Laissons nos enfants être des enfants. Ils ont besoin de s'exprimer, d'expérimenter, de s'ennuyer aussi. Personnellement, je ne suis pas une grande fan à la course aux activités extrascolaires. Mes enfants, ils en font une seule, qu'ils ont eux-mêmes choisie. Je ne suis jamais intervenue dans leur choix. Et je n'attends pas d'eux un quelconque résultat. S'ils n'ont pas de médaille, s'ils ne gagnent pas de compétition, très sincèrement, je m'en moque éperdument. Mon seul objectif avec cette activité extrascolaire, c'est qu'ils y prennent du plaisir, que ça leur apporte quelque chose, que ça les aide à s'épanouir et à se découvrir également. Mon fils, par exemple, au début, a pris la natation. Et au bout d'un moment, il a choisi d'arrêter parce que la compétition, ça ne l'intéressait pas. Et faire des allers-retours dans le bassin, il en avait simplement marre. Donc, soit, on a arrêté. Personnellement, ça ne me posait aucun souci. Il a ensuite choisi l'aïkido. Et ça lui a permis de développer sa confiance en lui, la maîtrise des émotions, des valeurs de respect et d'entraide importantes. Bref, mais ça a été son choix. Et puis de manière générale, j'ai toujours laissé mes enfants, lorsqu'ils étaient très jeunes, être dehors. Je les incitais à être dehors, à toucher la terre, même s'ils revenaient avec des vêtements vraiment très très sales. Ça n'a pas d'importance, parce que le plein air et le jeu libre sont deux points essentiels au développement psychologique des enfants. Quelques minutes à l'extérieur suffisent à faire baisser le rythme cardiaque. Cela diminue l'anxiété, ça réduit l'hyperactivité, ça augmente la confiance en soi, ça améliore les capacités de concentration et son développement émotionnel. Bref, que des bienfaits en laissant jouer nos enfants à l'extérieur. C'est extrêmement simple et ça vaut beaucoup mieux que de les faire courir d'activité en activité ou de les laisser coincés, scotchés à leurs écrans, à la télé, aux jeux vidéo, etc. Le deuxième point, c'est montrer l'exemple. Nos enfants apprennent par imitation. Alors, il est important de vraiment faire attention à la façon dont nous interagissons avec les autres. Si nos enfants constatent que nous passons notre temps à critiquer le voisin, le collègue de travail, à insulter les gens sur la route, ou la boulangère, ou la caissière, etc., comment ferons-nous des adultes tolérants ? Ce n'est pas possible. Donc il est important que nous développions notre patience et notre empathie, parce que si nous n'en sommes pas capables, comment peut-on demander à nos enfants de l'être ? Alors pour ça, je te renvoie à ma précédente vidéo sur l'intelligence émotionnelle pour aider ton enfant à développer et à comprendre l'importance de développer l'intelligence émotionnelle. Et le troisième point, soyons honnêtes, organisons-nous. Anticipons les situations qui pourraient poser problème en organisant des activités adaptées aux enfants lors de nos sorties ou en prévoyant des moyens de les occuper et de les divertir tout en respectant leurs besoins et leurs limites. Parce que oui, parfois on a besoin de calme, de silence. Et pour un enfant, rester assis des heures sans rien faire, juste à écouter les adultes discuter, ce n'est absolument pas naturel pour lui. Donc il ne faut pas s'étonner qu'ils ne tiennent pas en place. Donc prenons les devants.
Si on souhaite aller au restaurant, eh bien, faisons-le garder par les grands-parents, une baby-sitter, etc. Ou si on choisit de les amener avec nous, eh bien, prévoyons quelque chose pour qu'ils ne s'ennuient pas. Quand mes enfants étaient plus jeunes et que nous voulions aller au restaurant, nous les avons toujours amenés avec nous. Par contre, j'amenais du papier, des crayons pour qu'ils puissent dessiner, parce que mes 2 enfants ont toujours adoré dessiner, un petit livre, une BD, et puis en dernier recours, eh bien, mon téléphone est rempli de petites applis pour les faire jouer. Et au moins, on passait un moment de détente agréable en famille au restaurant. Donc en conclusion, ce que j'ai compris de toute cette situation et de ce que les médias nous mettent en avant, eh bien, la place de nos enfants dans la société est simplement le reflet de nos valeurs et de nos actions en tant qu'adultes. Si nous voulons une société plus inclusive et bienveillante pour nos enfants, c'est à nous de la construire. Alors, comme le disait si justement Gandhi, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde et aidons nos enfants à grandir dans un environnement où ils se sentent libres d'être eux-mêmes, sans jugement, ni pression excessive. Après tout, être parent n'est pas une compétition, mais un voyage où nous pouvons tous grandir ensemble. Alors, je te remercie de m'avoir écouté. Et si cette vidéo t'a plu, eh bien, merci de mettre un petit pouce bleu, un gentil commentaire, de liker, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles astuces, conseils ou réflexions sur la chaîne de Maman P.